Lorsque Flem Snop arriva comme commis dans la boutique du père de la Warner, celle-ci n'avait pas tout à fait 13 ans. Elle était la dernière de 16 enfants, le bébé, bien qu'elle eût rattrapé et dépassé sa mère par la taille dès sa 10e année. Et maintenant, n'ayant pas encore 13 ans, elle était déjà plus forte que la plupart des femmes adultes. Et ses seins n'étaient même plus ces petits cônes durs, ardents, pointus de la puberté, ni même ceux d'une jeune fille. Au contraire, son aspect tout entier suggérait un certain symbolisme tiré des anciens temps dionysiaques. Du miel au soleil, des raisins éclatés, du sang pressé coulant de la vigne féconde qu'écrase le sabot dur et avide de la chèvre. Elle semblait non pas faire partie intégrante du monde contemporain, mais plutôt de vivre dans un vide prolifique dans lequel défilaient ses jours, comme si elle écoutait derrière une vitre insonore, dans un morne hébétement avec une sagesse blasée fondée sur la prescience de sa maturité féminine, se développer ses propres organes. Comme son père, c'était une paresseuse incurable. Toutefois, ce qui était en lui une paresse constante, joyeuse, affairée, était en elle une force réelle, invincible, et même impitoyable. En fait, elle ne bougeait jamais volontairement, sauf pour aller à table ou au lit. Elle apprit à marcher assez tard. Elle eut la première et la seule voiture d'enfant qu'on eût jamais vue dans le pays. Un objet lourd et coûteux, presque aussi grand qu'une charrette anglaise. Elle y resta longtemps encore, après qu'elle fut devenue trop grande pour y allonger ses jambes. Quand elle atteignit le stade où il fallait presque la force d'un homme adulte pour la tirer de là, c'est graduellement et par la force qu'on l'en arracha. Alors, elle commença à s'asseoir dans des fauteuils. Non pas qu'elle insistât pour être portée, quand elle était quelque part. C'était plutôt comme si, même dans sa petite enfance, elle savait déjà qu'il n'y avait pas d'endroit où elle désirât aller. Rien de neuf ou de nouveau, au bout d'aucune progression, qu'un endroit ressemblait à un autre, n'importe où et partout. Jusqu'à l'âge de 5 ou 6 ans, quand elle devait vraiment aller quelque part, parce que sa mère ne voulait pas la laisser à la maison pendant son absence, elle était portée par un domestique nègre. On les voyait passer tous les trois sur la route. Madame Warner en robe du dimanche, avec son châle, suivi du nègre chancelant légèrement sous le poids de ce corps indiscutablement de femme, aux longues jambes ballantes, comme le rapt étrange d'une Sabine chaperonnée. Elle eut, comme à l'habitude, des poupées. Elle les mettait sur des chaises autour de celle sur laquelle elle s'asseyait, et elles restaient là, sans plus d'apparence de vie, les unes que les autres. Finalement, son père fit exécuter au forgeron une petite voiture d'enfant sur le modèle de celle où elle avait passé ses 3 premières années. Elle était grossièrement faite et lourde d'aspect, mais c'était la seule voiture de poupée que le pays eût jamais vue, ou même dont il eût entendu parler. Elle mettait toutes ses poupées dedans et s'asseyait sur une chaise à côté. D'abord, on crut que c'était une arriérée mentale, que c'était simplement parce qu'elle n'avait pas encore atteint le stade de femme adulte en miniature, mais on s'aperçut bientôt que son indifférence pour les jouets venait de ce qu'il aurait fallu qu'elle remuât elle-même pour les mettre en mouvement.
Elle grandit. De la petite enfance à l'âge de 8 ans, dans des fauteuils, allant de l'un à l'autre dans la maison, selon les exigences du balayage ou du nettoyage des pièces. L'heure des repas l'a forcée à sortir de son terrier. Sur les instances de sa mère, Warner continuait à lui faire des ustensiles de ménage par le forgeron, des balais, un vrai petit poêle, espérant en faire un amusement un peu utile. Mais tout ça, individuellement ou collectivement, était à peu près à ses yeux ce qu'un pot de thé froid peut être pour un ivrogne. Elle n'avait pas de compagne de jeu, pas d'amis inséparables. Elle n'en avait pas besoin. Elle ne forma jamais une de ces associations intimes passionnées, et parfois éphémères, où deux fillettes forment une cabane secrète, un rempart contre leurs contemporains masculins et aussi contre le monde adulte. Elle ne faisait rien. Elle aurait pu aussi bien rester fœtus. C'était comme si une moitié seulement d'elle-même était née, que sa mentalité et son corps se fussent complètement séparés, ou, au contraire, irrémédiablement mêlés, ou qu'un seul des deux fût sorti, ou que celui-là fût sorti sans l'autre, mais comme gros de l'autre. Peut-être bien que ce sera un garçon manqué, disait son père. Quand disait Jody, avec les éclairs de fureur d'une rage exaspérée. À l'allure où elle va, un gland tombé dans 50 ans aura le temps de pousser et le chêne de pourrir et d'être brûlé comme bois de chauffage avant qu'elle puisse y grimper. Quand elle eut 8 ans, son frère décida qu'elle irait à l'école. Ses parents avaient l'intention de l'y envoyer un jour, peut-être surtout parce que Will Warner était, avec le titre nominal d'administrateur, le principal soutien et le juge de l'existence de l'école. Les autres habitants du pays la considéraient comme une des entreprises Warner, et tôt ou tard, Warner aurait insisté pour que sa fille y allât. Un certain temps, au moins, exactement comme il aurait insisté pour ramasser le dernier cent d'un intérêt qui lui était dû sur un prêt. Madame Warner se souciait peu que sa fille allât à l'école ou non. C'était une des meilleures ménagères du comté, et en cela elle était infatigable. Elle tirait un réel plaisir physique qui n'avait rien à voir avec la simple satisfaction d'une bonne gestion et de justes prévisions. Du rangement des chemises repassées, de la vue des planches bien garnies, des caves pleines de pommes de terre et des poutres du plafond enguirlandées de poissons fumés. Elle-même ne savait pas lire, bien qu'au temps de son mariage, elle en eût été quelque peu capable. Mais elle ne pratiquait guère plus, alors, et ces dernières 40 années, elle en avait même perdu l'habitude, préférant maintenant être face à face avec le souffle vivant des événements, fiction ou réalité, et être capable de les commenter et d'en tirer la morale. Aussi ne voyait-elle nullement la nécessité de savoir lire et écrire pour une femme. Sa conviction était que la dose convenable d'ingrédients à mettre dans un plat ne se lisait pas sur une page imprimée, mais se goûtait à la cuillère qu'on remue. Et que la ménagère, qui devait attendre d'avoir été à l'école pour savoir ce qu'il lui restait d'argent, après avoir retranché ce qu'elle avait dépensé, ne serait jamais une ménagère. Ce fut son frère, Jody, qui se dressa presque violemment quand elle fut dans son 8e printemps, comme champion de l'érudition, et 3 mois après, il eut à le regretter amèrement. Il ne regretta pas d'avoir insisté pour qu'elle allât à l'école. Son regret était qu'il était toujours convaincu, et savait qu'il resterait convaincu, de la nécessité de ce qu'il payait si cher maintenant. Car
elle refusa d'aller à l'école à pied. Elle ne refusait pas d'aller à l'école, d'être à l'école, mais elle refusait d'y aller à pied. Ce n'était pas loin. Ce n'était pas à un demi-mille de la maison des Warner. Et cependant, pendant les 5 années où elle la fréquenta, ce qui, si cela avait été compté en heures basées sur ce qu'elle y faisait quand elle y était, n'aurait pas été mesuré en années, pas même en mois, mais en jours. Enfin, elle y alla à cheval, à l'aller, comme au retour. Tandis que d'autres enfants qui habitaient 4 ou 5 fois plus loin faisaient l'aller et le retour à pied par tous les temps, elle allait à cheval. Elle refusa, tranquillement et tout uniment, de marcher. Elle n'eut pas recours aux larmes et ne résista même pas en faisant appel aux sentiments. Elle résista encore moins physiquement. Elle resta simplement assise et immobile, sans penser même, apparemment. Elle exhalait une indécence scandaleuse et intangible, comme une pouliche racée et rétive, encore trop jeune pour avoir une grande valeur, mais qui pourrait l'avoir dans une année ou deux, et que pour cette raison son propriétaire, furieux et en rage, n'ose pas fouetter. Son père, immédiatement, et bien dans sa manière, se lava les mains de l'affaire. « Qu'elle reste à la maison, alors, dit-il. De toute façon, elle ne fichera rien ici. Mais peut-être qu'elle apprendra un peu à faire le ménage en ayant à se déplacer d'une chaise à l'autre pour débarrasser le chemin. Tout ce que nous voulons, de toute façon, c'est lui épargner des ennuis, jusqu'à ce qu'elle ait l'âge de coucher avec un homme, sans que lui et moi, nous soyons arrêtés. Alors on pourra la marier et bonsoir. Il peut même trouver un mari qui hébergera Jody. Comme ça, il n'ira pas à l'hospice, alors on leur donnera la maison, le magasin et tout le bazar, et toi et moi, on ira à cette foire mondiale qu'on dit qu'il y a à Saint-Louis. Et si ça nous va, bon Dieu, on achètera une tente, et on y restera. Mais le frère insistait pour qu'elle allât à l'école. Elle continuait à refuser d'y aller à pied, restant là, assise, nonchalante, féminine, douce, tenace, ne pensant à rien et en apparence n'écoutant même pas non plus, tandis que la bataille faisait rage entre sa mère et son père par-dessus sa tête impassible. À la fin, le domestique nègre qui la portait quand sa mère allait en visite amena un cabriolet familial et la conduisit à l'école, à un demi-mille de là. Il l'attendait à midi avec le cabriolet et à 3 heures quand les classes finissaient. Cela dura à peu près 2 semaines. Madame Warner y mit fin parce que c'était du gaspillage, comme d'allumer un baril de 20 gallons d'essence pour faire chauffer un bol de soupe. Elle posa un ultimatum. Si Jody voulait que sa sœur allât à l'école, il faudrait qu'il s'occupât de l'y mener. Elle suggéra que puisqu'il allait tous les jours à cheval au magasin, il pourrait transporter là, en croupe, à l'aller et au retour. Tandis que les autres hurlaient et cherchaient à se convaincre sans résultat, la fille restait assise, sans penser, sans écouter même, sur les marches du porche d'entrée, le matin, avec une sacoche de toile cirée bon marché qu'on lui avait achetée, jusqu'à ce que son frère arrivât sur son cheval, devant la galerie, et lui intima, en aboyant, l'ordre de monter en croupe derrière lui. Il la transportait à l'école, et allait la chercher à midi, et la ramenait ensuite après la fin de la classe. Cela dura presque 1 mois. Alors, Jody décida qu'elle ferait à pied les 200 mètres qui séparaient l'école du magasin et qu'il la prendrait là. À sa grande surprise, elle accepta sans protester. Cela dura exactement 2 jours. Dans l'après-midi du second jour, le frère la ramena à vive allure et faisant irruption dans la maison, et se plantant devant sa mère dans le vestibule, tremblant de colère et d'indignation. Il s'écria « Ce n'est pas étonnant qu'elle ait accepté si facilement et si vite d'aller à pied jusqu'au magasin à ma rencontre.
Si tu pouvais t'arranger pour mettre à un homme tous les 100 mètres le long de la route, elle la ferait tout entière à pied. C'est une vraie chienne. Dès qu'elle passe devant un pantalon, elle commence à dégager une odeur. Tu peux sentir, ça se sent à 10 pas. Tu dis des idioties, dit madame Warner. Et puis, d'abord, ne m'embête pas avec ça. C'est toi qui as insisté pour qu'elle aille à l'école, ce n'est pas moi. J'ai élevé 8 autres filles. Je pense qu'elles ont bien fait leur chemin. Mais je suis prêt à t'accorder qu'un célibataire de 28 ans les connaît peut-être mieux que moi. Si tu veux qu'elle quitte l'école, je t'assure que ni son père ni moi ne s'y opposeront. M'as-tu apporté de la cannelle? Non, j'ai oublié. Tâche de te le rappeler ce soir, j'en ai besoin. Ainsi, elle ne fit plus la route à pied entre l'école et le magasin. Son frère l'attendait à l'école. Il y avait maintenant près de 5 ans que ce spectacle faisait partie intégrante de la vie du village. 4 fois par jour et 5 jours par semaine, le cheval bai, portant l'homme écumant et furieux, et la fille, dont même à 9, 10 et 11 ans, il y avait de trop. Trop de jambes, trop de poitrine, trop de fesses, trop de chair femelle, trop de mamelles. Tout cela ajouté à ce sac en toile cirée criard, qui était évidemment un cartable pour livres de cours élémentaires, formait une parodie incroyable de l'idée d'instruction. Tandis même qu'elle était assise sur le cheval derrière son frère, l'être qui habitait dans cette chair semblait vivre 2 vies distinctes et séparées, comme les bébés en nourrice. Il y avait une Eula qui fournissait du sang et de la nourriture aux fesses, aux jambes, à la poitrine, et il y avait l'autre Eula qui ne faisait que les habiter, qui allait où ils allaient, parce que c'était moins fatigant de les suivre, qui se sentait à l'aise là, mais qui ne voulait pas se mêler de ce qu'ils faisaient, comme vous habitez une maison que vous n'avez pas fait bâtir, mais où le mobilier est en place et le loyer payé. Le premier jour, au matin, Warner avait mis le cheval à un trot rapide, pour en finir plus vite. Mais presque tout de suite, il commença à sentir derrière lui tout ce corps, qui même assis dans un fauteuil semblait montrer une invincible aversion pour la ligne droite, frotter ses molles rotondités contre son dos. Il eut une vision de sa propre personne transportant non seulement à travers l'horizon du village, mais à travers l'immense scène du monde inhabité comme le soleil lui-même, un enroulement kaléidoscopique d'ellipses mamelliformes. Alors, il mit le cheval au pas. Il le faisait d'ailleurs, car sa sœur se cramponnait d'une main à ses bretelles ou au pan de sa veste, en tenant de l'autre son cartable. Et il passait ainsi, devant le magasin, où l'habituel groupe d'hommes était assis ou accroupis, devant la véranda de M. Littlejohn, où se trouvait généralement un voyageur de commerce ou un marchand de chevaux. Et Warner croyait maintenant, était même convaincu, qu'ils savaient pourquoi ils étaient là. La vraie raison pour laquelle ils avaient fait 20 miles en voiture depuis Jefferson. Il décida un jour qu'elle ne monterait plus à Califourchon. Cela dura une journée, jusqu'au moment où, regardant de côté et en arrière, il aperçut une longue jambe qui pendait, offrant au regard la courbe scandaleuse d'une partie de sa cuisse dénudée entre sa robe et le haut de son bas, aussi énorme et aussi nu que le dôme d'un observatoire. Et sa colère ne fut qu'accrue par la conviction qu'il avait qu'elle ne s'exposait pas volontairement. Il savait que ça lui était égal, tout simplement. Sans doute même ne savait-elle pas qu'elle exposait sa cuisse nue, et que si elle l'avait su, elle n'aurait même pas pris la peine de la couvrir. Il savait qu'elle était assise sur le cheval en marche, exactement comme elle aurait été assise dans un fauteuil à la maison, et sûrement en classe même, de sorte qu'il se demandait parfois, dans sa rage impuissante,
Comment des fesses aussi souvent sujettes à la pression de ce corps qui augmentait sans cesse de poids pouvaient simplement, en marchant, sembler proclamer tout haut cette douceur fluide, tendre, pleine et énervante. Même assise sur ce cheval en marche, secrète, pas même maussade, fermée à tout ce qui n'était pas sa chair, sa viande, exhalant cette scandaleuse faculté d'être, d'exister, extérieure aux vêtements qu'elle portait, et non seulement incapable de faire autrement, mais s'en moquant totalement. Elle alla à l'école de 8 à 14 ans, et la quitta peu après Noël. Elle aurait probablement terminé l'année scolaire, et peut-être serait-elle restée encore 1 an ou 2, n'apprenant toujours rien, si en janvier cette année-là, l'école n'avait été fermée. Elle fut fermée parce que le maître disparut. Il s'évanouit un soir, sans avertir personne. Il ne toucha pas son traitement trimestriel et laissa ses maigres vêtements monastiques personnels dans la mansarde sans feu qu'il avait louée et où il avait vécu 6 ans.